Bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc, on démarre avec un dernier intervenant qui ne va pas tarder à arriver. Donc, cette présentation sur les CIS, donc avec Éric Guichard, donc chef opérateur, j'imagine que vous connaissez, représentant de l'AFC, vice-président, etc., etc. On ne va pas faire la totale, sinon on y passe l'heure. Mais on est bien content de sa présence. Donc Fabien Pisamno de Sony, qui doit être au bout du couloir, qui arrive. Cédric Lejeune d'Eclair Color. C'est bien ce qui est marqué sur les mails. Florine Bell, qui est color scientiste intermittente, indépendante, donc prête à travailler sur tous les beaux projets. Et puis 2 étalonneurs freelance également, donc Karim El Khatari et Jean-Marie Blaiseau, qui ont eu l'occasion de travailler sur du long métrage, sur de la série. Et donc l'intérêt était justement d'avoir aussi des gens un peu complémentaires pour ne pas parler que de long métrage forcément. On n'a pas tant de temps que ça et beaucoup de choses à vous raconter, donc on va attaquer assez vite avec Florine qui va nous faire un petit rappel et explication de ce qu'est les CIS. Donc bonjour à tous. Donc je ne sais pas exactement à quel point vous connaissez ou non les CIS et n'hésitez pas à poser des questions sans doute à la fin de la présentation. Je vais essayer en tout cas de parler des concepts de manière assez brève et générale. Donc les CIS, c'est un projet qui a vu le jour vers 2007. C'est poussé par l'Academy of Motion Picture Art and Science. Et donc, c'est pour répondre au fait que les workflows allaient devenir entièrement numériques, enfin, étaient déjà en partie grandement numériques. Et donc, on va se retrouver dans une multiplicité de combinaisons possibles, avec des espaces caméra très différents, des espaces écrans qui vont évoluer, il va y avoir le HDR qui va arriver. Et donc, comment est-ce on gère les conversions couleurs entre ces écrans, dans quel espace on veut travailler en fonction de ce qu'on veut faire, parce que les effets spéciaux, l'étalonnage, l'archivage vont pas se faire dans les mêmes espaces. Et donc, il y avait ces questions qui se posaient, et l'Académie a poussé ce projet pour justement ramener de la cohérence dans la chaîne de la couleur, et trouver des espaces qui soient intéressants par rapport aux métiers qui vont les exploiter. Et aussi partager, parce que ce qui est important, c'est que c'est un projet open source, donc partager ses connaissances sur la colorimétrie tout au long, dans l'industrie en général. Donc juste pour les notions qui sont importantes à avoir pour comprendre ce qu'est l'ACIS, parce que l'ACIS, ça veut dire Academy Color Encoding System, donc on est vraiment sur la couleur, sur la façon d'encoder la couleur et de la montrer. Il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs types d'espaces couleurs, parce qu'il y a plusieurs utilisations. Il y a des espaces couleurs qui vont être pensés pour pouvoir encoder la couleur et encoder le maximum de couleurs possible. Ça va être les espaces qui vont être caméra, qu'on appelle aussi scene referred. Si jamais vous voulez aller sur le site ACIS Central, il y a beaucoup de documentation. Et quand on parle d'espace scene referred, on fait référence aux espaces qui vont être caméra. Et il y a des espaces écrans, ça va être comment on montre la couleur et comment on est sûr que sur tous les écrans, ça va sortir à peu près pareil. Donc les espaces sont normés. Enfin, il y a des normes qui existent, par exemple, pour les salles de cinéma. Pour les écrans d'ordinateur, bon, c'est plus compliqué. Pour les écrans télé, il y a des normes qui existent aussi. Donc, ce sont des espaces qui sont différents, avec des spécificités différentes. Donc, comment est-ce qu'on convertit de l'un à l'autre ? Donc, tout peut se faire, bien sûr, manuellement, ou à chaque projet, on va trouver une conversion, mais sauf que, du coup, on ne capitalise pas là-dessus. En fait, on doit toujours tout reconstruire, et on passe plus de temps sur la technique que l'artistique. Donc, l'idée de l'ACIS, c'est vraiment de proposer des espaces couleurs qui nous permettent que, techniquement, notre chaîne, elle est propre, et du coup, après, on a tout le temps qui est là pour l'artistique, pour vraiment travailler le look de nos images. Donc, ça fait très peur parfois l'ACIS parce qu'il y a beaucoup d'acronymes. Mais en fait, une fois qu'on a compris les acronymes, après, c'est juste un système comme un autre. Donc, globalement, ça se passe comme ça. Ce que j'ai mis en bleu, c'est les espaces en entrée de captation. Donc, on va parler d'IDT pour rentrer dans l'ACIS. C'est Input Device Transform. Donc, c'est des conversions pour aller en entrée. Donc tout ça, ça va être des conversions.
Et donc, l'idée, c'est on capte des images avec différentes manières. J'ai mis un petit écran pour parler aussi des CGI, des VFX, et du coup, des effets spéciaux. Et du coup, on va rentrer dans l'environnement ACES, qui est aussi l'idée de faire un espace qui est large pour avoir le maximum de couleurs possibles et de flexibilité, pour après, en fonction des utilisations qu'il y aura après pour l'image, qu'on soit jamais bloqué, que ce soit toujours du plus gros vers le plus petit, en fonction de si on a un espace qui est HDR, donc plus large, un espace SDR plus restreint. Donc on va créer ce système qui va être en fait une méthode, une rigueur, mais comme il existait en argentique, où on avait aussi une méthode de traitement et des habitudes. Et une fois que toutes ces conversions sont bien réglées, parce que RRT, c'est une conversion, ça veut dire Reference Rendering Transform. ODT, c'est aussi une conversion, Output Device Transform, qui va aller vers la sortie, du coup. Donc, une fois qu'on rentre dans ACES, qu'on sort d'ACES, après, on travaille dans des espaces très larges. Et une fois que cette chaîne est mise en place dans les studios de post-production, on sait qu'on est en train de travailler avec une méthode et que là, on va juste, la technique, elle est fixée dans les softs et on va juste se concentrer sur l'artistique. Et donc, les intérêts techniques et artistiques de l'ACES, ça va être donc déjà des conversions qui évoluent parce qu'il y a de la recherche de la couleur qui est en cours. C'est-à-dire qu'au début, les conversions d'espaces couleurs, c'était juste des conversions mathématiques parce que ce sont des espaces qui sont mathématiques. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi ramener de la perception, enfin des notions de perception, parce que si on regarde un écran en plein jour ou dans une salle sombre, on va pas voir la couleur de la même manière. Donc en fait, les conversions couleurs, elles ont évolué en mettant les notions de perception. Et donc aujourd'hui, il y a des softs qui vont créer des conversions couleurs beaucoup plus efficaces. Tout le monde s'accorde à faire évoluer les conversions couleurs dans ce sens-là. Et donc c'est vraiment une recherche. Comme les HDR, au début du HDR, en fait, les conversions étaient un peu, marchaient pas très très bien. Et donc, peu à peu, on fait des recherches là-dedans, et c'est dans des environnements qui sont open source, qui sont partagés, où on peut faire des recherches, je trouve, les plus intéressantes. Un point les plus importants pour l'ACES, c'était de choisir un espace d'archivage, parce que donc on avait la pellicule, le négatif qui était une super manière d'archiver les films, sauf qu'en numérique, quel est l'espace qui va être intéressant, qui va pouvoir être réutilisé dans le futur si jamais on change encore d'espace couleur pour les nouveaux écrans, des nouvelles technologies. En fait, ACES, c'est aussi surtout ça, c'est choisir un espace large qui peut être partagé sur tous les outils de post-production. Donc, ce qui était important, on parle d'ACES aujourd'hui, mais que c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas juste une niche, parce que Harry et Filmlight, qui font toute la suite d'outils de post-production, Baselight, Daylight, c'est des softs d'étalonnage. Ils ont aussi créé leurs solutions type ACES avec des conversions qui sont normées, qui sont accessibles et de sorte à pouvoir travailler dans un environnement ARRI si on préfère la façon de traiter la couleur par ARRI ou si on préfère la façon de traiter la couleur par ACES. Et du coup, en fait, ça va donner des bases techniques. Ça va permettre de pas travailler à partir du log parce que parfois ça peut changer notre perception. Ça permet de regarder tout de suite une image qui a été traitée, développée, mais après ce sont des images qui sont très standardisées. Là l'étalonnage il n'est pas fait. Là c'est juste une base technique. On sait que la couleur a été captée, elle a été bien développée et c'est comme ça qu'on la voit sur notre écran. Et après on va travailler l'artistique. Et donc ce que je voulais vous montrer là, bon on voit pas très bien parce que c'est un vidéoprojecteur et qu'on n'est pas dans un environnement, mais bref. Ce qui est important c'est de savoir que juste chacun a développé sa méthode. Mais en fait, les méthodes de rendu sont très similaires, ce qui prouve bien que on s'accorde sur une méthode de traitement un peu uniforme et une base qui permette de pas trop contraster l'image, pas trop saturer pour être quand même avoir de la latitude quand on vient travailler l'artistique. Et ça c'est vraiment c'est bien de séparer technique et artistique. Et ça c'est juste une base que proposent les softs et après on travaille. Donc là, c'était pour montrer. Ça, c'est sur un film qu'on a fait avec Karim El Khattari.
Ça, ce sont une image du film. Au début, on a ce volume couleur, on a des verts qui sont très forts, c'était pas le look du film, et donc c'est jamais un problème en soi. Là, c'est la base A6, et après, on vient travailler le volume couleur, et on vient affiner en fonction de ce qu'on veut vraiment faire, et du look qu'on veut apporter, et pour chaque film, on va faire un travail précis. Donc, l'important, c'est, une fois qu'on a compris la logique, d'avoir ce schéma en tête, c'est de savoir comment est-ce qu'on va le mettre dans les softs, et du coup savoir à quel endroit se passent les conversions. Donc donc A6 c'est dans plusieurs logiciels, parce que c'est une solution ouverte qui a été implémentée dans plusieurs logiciels. Sur Baselight, c'est facile de voir comment se passent les conversions, parce ils ont un outil qui nous permet de lire clairement qu'est-ce qui est converti en quoi, et donc là on peut comprendre ce qui se passe. Dans d'autres outils, il faut juste lire des documentations pour savoir d'accord, c'est comme ça que je vais pouvoir implémenter A6, mais globalement le but c'est que ça soit le plus ouvert possible, et donc que ça soit le plus facile à mettre en place. En tout cas, il y a toujours des solutions qui existent. Donc j'ai fait après la liste un peu des différents softs qui avaient qui avaient implémenté A6. Donc c'est vraiment accessible sur plusieurs solutions, et aussi des solutions caméra, et aussi diverses solutions. Voilà. Je passe du coup la parole côté caméra. Sauf qu'il faut que je te retrouve. Ami Fabien, je vais te retrouver. Tu me retrouves. C'est écrit conf numéro 2 ici. Tu trouves. Bonjour. Donc, je suis Fabien Pisano, je suis responsable pour Sony division professionnelle pour la région sud de l'Europe. Donc oui, c'est le numéro 2 là. C'est ma même clé que j'ai chaque année, je rajoute mes confs dessus. Voilà. Déjà, ouais, ça. Je suis cruel, Dany, de me rappeler les années. Voilà. De bons et loyaux services envers le service. Bon, alors quand même, c'est nouveau cette année, on parle ici, ça c'était pas depuis longtemps. Donc, bon, d'un point de vue, je vais aller assez vite, hein, j'ai mis une base là ici de slides pour expliquer un peu le propos, mais il y a beaucoup de panélistes, donc on va essayer d'aller vite pour aussi discuter avec vous. Donc, ce qu'il faut voir d'un point de vue de caméra, nous, de notre côté, c'est que donc A6 finalement, c'est un univers virtuel, je pourrais dire, même un espace colorimétrique virtuel qui englobe l'intégralité du spectre de visualisation humain. Et donc, quand on construit une caméra, la base, l'espace couleur va être défini par pas mal de choses, principalement autour de la technologie du capteur. D'accord, mais aussi pas que derrière, il y a comment est-ce qu'on va sampler ça, comment est-ce qu'on va enregistrer le signal, et toutes les caméras peuvent, voilà, une caméra qui va enregistrer sur 8 bits ou 10 bits, peu d'intérêt après d'aller rentrer dans un univers A6, puisqu'on va faire pas mal de conversions, on va pas mal aller appliquer des IDT et des RTT dans tous les sens. Donc voilà, si tu peux passer le prochain slide. Nous, on est plutôt, alors il y a des animations, mais voilà, passe-les toutes. Nous, on va plutôt être sur la partie des caméras grand capteur. Donc là, je vais faire un focus sur Venice aujourd'hui, parce que il y a Downton Abbey là, en ce moment au ciné, qui est donc un long métrage qui a été fait en Venice avec un workflow full A6. Donc j'ai pu tard hier récupérer au moins un ou deux éléments du DIT qui m'a donné des schémas du workflow. Donc c'est intéressant, ça vous pouvez voir comment est-ce que ça marche pour un DIT sur le set d'un film fait avec un workflow Venice. Donc pourquoi là-dessus, nous, on va vraiment principalement se concentrer sur les caméras qui vont avoir ici des enregistrements comme les Venice sur 16 bits. C'est parce qu'on pense que c'est dans cet univers-là, avec un capteur complètement linéaire, qu'on va pouvoir le plus facilement venir dans le monde de l'A6. Donc si on passe encore un cran, voilà. Donc c'est un capteur full frame sur la Venice, et surtout, c'est la prochaine qui est vraiment intéressante. Voilà. Là, on voit les différents. Alors, je ne sais pas si tout à l'heure, tu devais être arrivé un peu en retard. Tu as pu déjà montrer cet espace-là. Bon, je vais en profiter. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, ici, c'est le spectre de la visualisation de l'œil humain. Okay, alors c'est normalement en 3D qu'on doit le voir, mais souvent on le projette en 2D comme ça. Et dessus, on va plaquer à la fois les espaces couleurs que les caméras sont capables de prendre.
Et puis aussi, souvent, on va plaquer les espaces couleurs du scene referred, donc de ce qu'on est capable de mettre sur un écran de projection ou un écran de télévision ou un autre device. Okay, donc dessus, on va retrouver alors le plus connu ici, le BT709, c'est celui de la télévision classique. Okay, vous voyez, il est très, très limité. Hein, c'est celui dans lequel on va très rapidement avoir de la saturation des couleurs. On ne va pas trouver de nuances dans certaines parties. Et puis, plus on arrive à être grand ici, plus on va avoir de subtilité, plus de nuances. Okay, notamment le BT 2020, lui, c'est une norme de diffusion qui va avec le 4K. Donc, si vous avez suivi un petit peu tout ce qui est retransmission, travail sur la Coupe du Monde ou les JO, etc. Maintenant, ils demandent d'avoir directement des masters sur de l'UHD avec cette norme BT 2020. Donc, vous voyez, ça va dans la bonne direction. Et puis enfin, maintenant, si on regarde des caméras, je reviens à la partie caméra qui nous intéresse, pour la Venice, vous pouvez avoir typiquement un S-Gamut point ciné, ici, vous voyez en rouge, qui est au-delà encore de ce qu'on va faire en restitution. Okay, et donc c'est celui-là qui va nous intéresser, qu'on va venir sampler et qu'on va amener dans le monde du A6. Voilà. Ça, j'en parlais peut-être s'il y a des questions un petit peu derrière, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la visualisation, comment on fait, on est opérateur, on a l'œil dans l'œilleton toute la journée, quelle est notre référence, comment on cadre, en termes de contraste et de ce qu'on voit, comment on construit notre lumière sur le plateau, qu'est-ce que ça va dire. Donc il y a tout un tas d'éléments dans les caméras qui permettent de faire d'ores et déjà des conversions de lutte pour la visualisation. Ça, je me le garde peut-être un peu pour des questions plus tard. Je vais aller rapidement sur l'enregistrement et l'exemple de Downton Abbey. Oui, ce que je voulais introduire aussi, c'est que, pour le coup, alors un petit clic de plus, s'il vous plaît, voilà. Sur cette caméra, il y a deux manières d'enregistrer les images. Okay, donc soit ici sur les cartes simples S/S comme ça, mais qui nous permettent de rester uniquement que dans le monde du 8-10 bits, d'accord ? Donc pas peu d'intérêt pour aller dans un travail sur un workflow A6. En revanche, derrière, on peut adjoindre cet enregistreur qui va permettre d'avoir des technologies de mémoire pour encaisser des débits bien plus élevés. Et donc, on va rentrer sur le RAW, le XOCN, pour ceux qui ne connaissent pas ces terminologies-là. Donc, c'est des formats soit pas compressés du tout, soit très légèrement compressés, qui permettent d'être le plus proche possible de ce qu'est la linéarité et la capture pure de l'espace colorimétrique via le capteur. Donc, je vais vous montrer ça avec un prochain slide. Voilà. Donc, l'XOCN en particulier, c'est un mot un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire XOCN ? C'est extended parce que c'est 16 bits. En fait, OCN, ça existe depuis très longtemps. Hein. Original caméra négative, c'est l'histoire, c'est la chaîne Cinéon déjà depuis des années qui existait avec le scan du 35 mm. Maintenant, on vient l'étendre, hein. On vient passer sur 16 bits et on vient rester en complet linéaire. Donc, en fait, ce format d'enregistrement, si tu peux passer le prochain slide, il va permettre par rapport aux enregistrements compressés classiques ici des caméras. Alors là, j'ai pris l'exemple de format d'enregistrement Sony il y a quelques années. Donc on a commencé, hein, pour ceux qui s'en rappellent, en 2000, dans les années 2000, avec des caméras type F900, on fait des longs métrages sur 8 bits, hein, avec même pas de résolution Full HD, et on était content à l'époque. Donc beaucoup de chemin parcouru. Ensuite, on a eu les codecs d'enregistrement type 10 bits XAVC ou HDKMSR à l'intérieur. Et maintenant, on vient d'arriver sur du 16 bits sur lequel on peut être complètement linéaire. Donc là, on va vraiment utiliser la force des caméras, qui est d'avoir des caméras principalement avec les capteurs CMOS et CD, qui est d'avoir une progression parfaitement linéaire de la manière dont la lumière va être captée à l'intérieur du capteur et donc va être retranscrite. Alors chez Sony, la particularité, c'est qu'on enregistre ce linéaire. Si on va sur d'autres constructeurs, donc on pourra en parler peut-être les opérateurs qui utilisent Arri ou Red, là, il y a déjà une conversion. Il y a déjà un lock-C typiquement sur du Arri pour arriver sur du 12 bits. Mais nous, on reste en 16 bits linéaire, soit sur du RAW, soit de l'XOCN, qui a une légère compression, mais qui, dans certains cas, n'est pas visible. Okay, je vous montre un petit exemple de débit, avant qu'on prenne l'exemple de Downton Abbey. Donc voilà, ici, on est sur un format, typiquement avec les Venice en 17/9. Donc on va prendre, vous voyez, c'est un format 3,5 à peu près, le full frame, hein, en 24-36. Donc on va venir prendre un 17/9 en 4K à l'intérieur. Je vous donne une référence en XOCN XT, qui est celui qui est presque pas compressé, okay, qui est à peu près aux alentours du giga.
D'accord. Et donc, dans le cas de Downtown Abbey, ils ont choisi d'avoir une réduction à peu près de 30% de payload pour rester, cependant, dans un workflow full 16 bits. Et c'est ça qui leur a permis de rentrer dans un univers ACE. Okay, voilà. Là, vous voyez à peu près les rapports de... il y a peut-être à avoir une histoire d'économie, un moment qui va arriver dans la discussion aujourd'hui. L'ACE, c'est bien, mais c'est un peu, dans certains cas, ça peut être lourd en termes de data, en termes d'enregistrement, en termes de workflow. Donc du coup, le XOCN chez Sony a été inventé vraiment pour arriver à rester dans cet univers linéaire 16 bits, mais avec des débits qui ne sont pas trop importants. Voilà, ça c'est juste pour le fun, pour vous montrer ce que ça peut donner le niveau de débit quand on va sur du 6K 3,5 en XOCN XT, hein, on dépasse la barre des 2 gigas par seconde. Et encore, on est un peu compressé. Hein. Imaginez quand c'est non compressé, ça devient en fait inutilisable de travailler. Voilà, ça c'était un peu une intro générale sur la caméra. Et maintenant, regardons un cas particulier. Donc, le mieux, c'est que vous alliez au cinéma le voir, il est encore en ce moment, okay, pour voir de vos yeux ce que ça peut donner. Donc, alors allons-y. J'ai récupéré ces éléments-là d'hier, donc un petit remerciement aux gens de chez Universal là, qui nous ont donné quelques slides. Donc le chef-op, c'est le slide d'après. Voilà. Donc lui, il a décidé d'entrée de jeu que c'était un workflow full ACES et qu'il voulait sur le terrain, directement, dès que la caméra a capté les images, avoir une conversion et avec son DIT, travailler directement de la prévisualisation sur le tournage dans l'univers ACES. Donc ça, c'est d'entrée de jeu. Hein, donc d'où le choix de l'XOCN en mode full linéaire. Alors ils avaient quand même une sortie S-Log3 pour les besoins de visualisation, hein, parce qu'on ne peut pas, une courbe linéaire comme ça, on peut la regarder sur aucun moniteur. Donc en courbe de visu, en IDT, ils ont pris un S-Log3. Okay. Mais sinon, il était tout de suite avec son logiciel, alors je ne sais plus lequel c'était exactement, de gestion sur le terrain. Il travaillait déjà des CDL dans le mode, dans l'univers ACES. Si on passe, alors voilà, c'est lui. J'ai mis, il est d'accord, hein, j'ai mis exprès son Instagram, comme ça vous pouvez aussi aller lui poser plein de questions. Il répond, il intervient d'ailleurs sur le forum ACES Central, donc Pablo. Il appartient à cette société qui s'appelle Mission Digital, qui travaille en UK, mais un peu partout. Ils sont déjà venus travailler en France, qui est une boîte dédiée de prestations autour du travail de DIT. Okay, donc j'ai mis quelques éléments là, ce qu'il disait justement. Lui, il était partie prenante de ce travail sur ACES. Et voilà dans les slides suivantes ce qui m'a donné. Alors ça marche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que là il n'y a pas beaucoup de résolution. Je vais vous expliquer. Donc ça c'est le format global de la production qui a été faite. Pour les 6, ce qui est intéressant, je trouve, c'est le niveau d'anticipation de data qu'ils ont travaillé. Donc on voit que les caméras principales c'est des Venice. Ils ont utilisé plusieurs résolutions, du 6K mais aussi du 4K. Okay, pour pouvoir zoomer dedans et autres. Ils ont travaillé en XOCN ST, ils ont utilisé un S-Log3 juste pour la visu, okay, et ils sont travaillés dans le mode SGAMUT 3. Okay. Voilà, toute la partie sur l'audio. Alors ce qui est intéressant ici, si vous arrivez à voir, c'est le data rate, donc c'est 1,1 giga par jour de travailler comme ça dans un univers pour les 6. Et donc, au total, sur à peu près 45 shooting days, ils ont un projet à, alors je ne sais plus combien, 100 Tera, c'est ça? Voilà, projet à 100 Tera. Ça vous donne un peu des ordres de grandeur de ce que c'est que de travailler dans cet univers-là. Autre slide qui est intéressant, pour lequel voilà, on voit un petit peu comment est-ce qu'il a travaillé son set. Donc, partie capture. Hein, directement onset DIT avec déjà des CDL faites dans le monde ACES, un RAID pour avoir de l'archive et quelque chose qui part directement à la post-prod, okay, qui va être traité. Donc vous ne voyez pas bien là-dessus, mais il donne les détails. Tout ça, ça va être mis à disposition sur le site de Mission. Donc là, il y a une conférence à caméra image de à peu près 2 heures uniquement sur ce workflow-là, pour ceux qui auront la chance d'y aller. Et donc juste derrière, ils vont publier tous ces éléments-là. Okay. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la partie terrain pur, mais ils ont, avant d'arriver en post-prod, un IR7 Lab. D'accord ? Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça, Thierry, mais c'est-à-dire une partie qui va d'ores et déjà faire les éléments de proxy, etc., avant que ça arrive à la post-prod pour les rushs préétalonnés, etc. Tout ça reste dans l'univers ACES, donc à chaque fois, comme tu l'as montré, il y a toujours des IDT, des courbes de sortie, mais ce qui est intéressant, c'est que
le dénominateur de commun de ça, c'est que tout reste toujours jusqu'au bout. Alors là, il n'y a pas le dessin qui monte au mastering final, mais tout reste toujours dans le monde A6. Et à chaque fois qu'il y a une visu, et à chaque fois qu'il y a un rush, et à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, c'est juste avec une courbe et une fonction de transfert qui est appliquée dessus. Voilà. Voilà, je voulais pas être trop long aussi aujourd'hui, mais vous montrer un exemple concret de ce que ça peut être sur un long métrage. Voilà. Et puis évidemment, Eric, tu nous parleras également de Donne-moi des ailes. Comme il est timide, il ne va pas dire, mais il y a plus d'1 million de spectateurs qui sont allés le voir, donc il faudra aller le voir aussi. Voilà. Donc là, Eric donc a fait entre autres un film qui est sur les écrans en ce moment qui s'appelle Donne-moi des ailes et sur lequel on a eu la chance de travailler un certain nombre autour de la table avec lui. Donc Florine qui a travaillé en amont, Karim qui a étalonné le film. Et donc là, pour moi, le but de faire venir Eric, c'était plutôt justement de lui demander pourquoi lui, en tant que chef opérateur, déjà comment il avait entendu parler de l'E6, qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans et quelles étaient ses motivations pour insister là-dessus. Alors, bonjour. En fait, moi j'ai entendu parler de l'E6 il y a un peu plus de 5 ans vraiment, quand on a eu les premiers retours comme quoi le système commençait à exister, à être opérationnel. J'avais travaillé déjà depuis pas mal de temps avec Éclair et on a commencé à expérimenter l'E6 sur du téléfilm. D'ailleurs, je crois que c'était toi qui avait étalonné. Et puis après je suis parti sur un film de Jacques Perrin, Les Saisons, où on avait beaucoup de caméras différentes, quasiment que du Sony, mais enfin quand même beaucoup de caméras différentes. Et à ce moment-là, j'étais chez Digimage, on n'était pas en E6 et on a eu pas mal de difficultés à générer un comportement des caméras à peu près uniforme pour qu'on puisse étalonner rapidement. Donc quand je suis revenu chez Éclair pour le film de Nicolas Vanier, L'école buissonnière, là on a vraiment travaillé pour justement, le film étant aussi avec beaucoup de caméras, travailler en E6 pour coordonner l'espace couleur de tous ces modèles de caméras différentes. Ça allait de la F65, la F55, il y a eu un petit peu d'Alexa, il y a eu un petit peu de tout, et donc c'était ma première grande expérience en E6 de mélange de caméras. Et c'est vrai que là, en tant qu'opérateur, j'ai eu beaucoup de facilité sur l'étalonnage. C'était Audin Blais qui a étalonné, mais ça nous a permis de gagner beaucoup de temps à l'étalonnage. Voilà. Sur Donne-moi des ailes, j'ai retrouvé la même problématique, encore pire, parce que là, il y avait des caméras en vol dont on ne maîtrisait pas forcément tous les éléments, l'exposition, etc. Donc on a commencé à faire des essais, on a fait des keylights de toutes les caméras qu'on allait utiliser et celles même qu'on n'allait peut-être pas utiliser pour voir un petit peu comment elles se comportaient. Et tout ça sous une base E6, et ça nous a fait aussi gagner beaucoup de temps après à l'étalonnage. Il faut savoir que Donne-moi des ailes, c'est un film étalonné en 3 semaines, c'est très peu. Je ne sais plus combien il y a de plans, Karim, mais un paquet. Voilà, dans des conditions de lumière très très différentes, des conditions de tournage très très différentes. Donc ça a été vraiment pour moi l'outil idéal. Évidemment, Éclair connaissait avec Florine, enfin avait beaucoup travaillé sur les 6, donc j'ai bénéficié de tout le savoir-faire de ces personnes et qui ont aidé à la fabrication des luttes. Alors, sur le plateau, ça a été plus compliqué parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir un retour ici sur le plateau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué à partir des keylights et des essais que j'ai faits, on a fabriqué des luttes en E6 et on les a transformées de manière à ce qu'elles soient utilisables sur le plateau. Donc, sur le plateau, j'avais quand même des luttes qui ressemblaient au travail que j'avais fait de préparation sous E6. Ça, c'était quand même très important. J'espère qu'un jour, on pourra faire de l'E6 directement sur le plateau. C'est une discussion qu'on aura peut-être tout à l'heure, mais qui, pour le moment, malheureusement, n'existe pas. Et donc, toi, quel était, lors de tes premiers essais E6, est-ce que tu as remarqué d'autres choses ou d'autres différences par rapport à l'étalonnage, à part le fait d'être plus rapidement un résultat satisfaisant ? Alors déjà, quand on a commencé ce téléfilm, c'était évident. C'est-à-dire on avait 2 affichages et c'était évident que je gagnais en dynamique dans les hautes lumières et surtout en dynamique dans les basses lumières, en profondeur de couleur.
Là, l'espace, c'était totalement évident. Quand on a travaillé sur 2 mois des ailes, on a surtout cherché à travailler sur les visages. Voilà, ça a été notre dénominateur, c'est pouvoir avoir des rendus de peau les plus intéressants possibles, les plus riches possibles. J'ai travaillé à ce moment-là, la F65 était une caméra beaucoup trop lourde pour le tournage. Donc j'ai eu la chance de récupérer, je crois, les 2 premières Venice. Et c'est avec cette caméra qu'on a pu faire ces essais très approfondis, les Venice servant principalement à tout ce qui était la partie fiction. En vol, tout ce qui était du domaine de l'ULM, évidemment, la caméra était trop lourde. Donc on a été obligé d'utiliser des F55. Qui n'étaient même pas en RAW à l'époque, parce que voilà, on n'y arrivait pas en termes de poids. Donc, je parle de poids. Oui, physique. Quoi. Poids de la caméra. Voilà, c'était aussi pour ça qu'il fallait trouver des solutions à travers les 6 pour mélanger cette F55 et cette Venice. À remarquer que je n'ai pas travaillé en 6K ni en XOCN. D'abord parce que je crois que ça venait d'arriver. Oui. Et donc j'ai fait du pas encore 4K tout à fait exploitable. Voilà, qui était tout à fait... Et je n'ai pas bénéficié malheureusement du système qui permet maintenant de déporter la caméra. Voilà, ça n'existait pas non plus. Ouais, il faut faire le numéro 2. Sans moi. Mais non, tu dis ça pour l'instant. Voilà, donc c'est à peu près ça qui m'a intéressé. Mais Karim peut-être va en parler, parce que Karim a étalonné les images. Donc, en plus, il est arrivé assez bon, le laboratoire Éclair a fermé, donc c'est Color qui a récupéré l'ensemble du projet. Il a fallu transférer l'ensemble des images qu'on avait étalonnées sous E6 chez Color sous E6. Ça a été un gros travail. Et Karim peut-être vous parlera un peu plus de toutes ces problématiques d'étalonnage qu'on a eues. Il y a typiquement un truc sur lequel je voulais qu'on fasse un petit détour avant d'en arriver là. C'est aussi un des intérêts de l'E6, c'est aussi la relation avec les effets spéciaux. Et donc pour tous les échanges d'images entre la post-prod et les maisons de trucage, les truqueurs, et les retours évidemment des plans truqués. L'intérêt là aussi d'être dans un espace normé, connu, c'est d'avoir du coup un espace d'échange qui permette d'échanger les images sans aucune perte de qualité dans un sens ou dans l'autre. Et à chacun de son côté, qu'on soit côté étalonnage ou côté trucage, de choisir son workflow autour de l'E6 et sa manière d'afficher les images, de les visualiser. Donc c'est vraiment un standard qui, de ce point de vue, est très très prometteur. Je dis prometteur parce que malheureusement, c'est pas encore en route dans toutes les maisons de trucage, parce que ça implique des changements dans leurs outils de travail. Typiquement, Nuke a une version compatible E6, je crois que depuis 2 ans. Donc moi, j'ai des collègues superviseurs de VFX qui m'ont expliqué qu'effectivement, certes, le nouveau Nuke est compatible E6, mais encore faut-il que tous les graphistes qui travaillent sur un film, et aujourd'hui ils sont quand même très nombreux, soient tous formés à l'utilisation de l'E6. Et d'autre part, la majorité des sociétés de trucage ont développé plein de petits outils, leur tambouille comme on dit, et que souvent ils sont obligés de redévelopper ou de remettre à jour tous leurs outils perso, internes, en fonction de l'E6. En tout cas, tous les outils qui ont à voir avec la colorimétrie de l'image. Mais sinon, sur le principe, c'est quelque chose qui, justement, se raccorde très bien à tout l'univers des effets spéciaux et évidemment de l'image de synthèse, puisque aujourd'hui, la majorité quand même de ce qu'on calcule en image de synthèse pour des trucages cinéma, on est justement en 16 bits linéaires en sortie des ordinateurs. Donc, il y a vraiment une convergence de tous ces mondes pour y trouver une logique et un intérêt. Maintenant, ça prend un petit peu de temps à être intégré dans toutes les sociétés et que les gens soient formés, etc. Mais c'est vraiment un des gros intérêts de l'E6, c'est cette transparence possible. Encore une fois, transparence sans aucune perte de qualité, c'est-à-dire que on échange entre l'étalonnage et les VFX, on échange des images du coup en 16 bits XR, donc c'est pas très léger, mais ça commence à faire un moment
de toute façon qu'on n'échange plus des fichiers QuickTime évidemment, mais même le DPX en 10 bit log, ça commence à faire quelques années que c'est plus ce que demandent les truqueurs, parce qu'ils arrivent trop vite dans les limites des images qu'on leur fournit. Et donc on est déjà ces dernières années, on transfère déjà du TIFF 16 bits. Alors passer du TIFF à l'OpenEXR, ça change pas grandement la vie. Et l'avantage de l'OpenEXR, c'est qu'au retour, on peut avoir plein de niveaux de cache dans le même fichier et pas être obligé d'aller synchroniser à la main des caches par rapport à des fichiers de remplissage image. Donc ce qui est quand même un gros intérêt. Et donc on en arrive à l'étalonnage. On va dire que Thierry a un peu déjà survolé un peu tous les avantages qu'on a par rapport à la relation entre les effets spéciaux et l'étalonnage. Mais au-delà de ce que Thierry vous a raconté, moi il y a aussi un point que je trouve assez important, c'est que pour la première fois, quand on est dans un espace ACES, on s'assure que ce sur quoi vont travailler les effets spéciaux est cadré. C'est-à-dire que il n'y aura pas de problème au retour des effets spéciaux pour justement matcher l'image qu'eux ont retruquée dans l'étalonnage. Donc à partir de là, on se retrouve à avoir une sorte d'homogénéité et surtout une transparence, ce que disait Thierry aussi, c'est par rapport au fait que ce qui part et ce qui revient, tout est contrôlé. Maintenant, avec Cédric, on en parlait justement ce matin, l'objectif c'est de faire en sorte que le fichier qui soit envoyé soit exactement le même. Voilà, que ce soit exactement le même fichier, qu'on n'ait pas justement à faire cet export, cette sortie. Pour comme ça, tout le monde travaille sur le même fichier et l'espace, il n'y a pas de conversion d'espace. Tu m'arrêtes, Cédric, si... Voilà. Maintenant, pour l'instant, le principal frein, tout ça, c'est que en effet, ce que dit Thierry aussi, enfin Thierry a un peu tout dit, c'est que les effets spéciaux sont un poil à la traîne, on va dire, et pour de multiples raisons. Mais voilà, moi j'insiste vraiment sur le fait que depuis 3-4 ans maintenant qu'on travaille en ACES, ça nous a permis vraiment d'arrêter les allers-retours incessants entre l'étalonnage et les effets spéciaux parce qu'il y a un problème de conversion, il y a un problème d'affichage, un problème de lutte ou des choses comme ça. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, alors maintenant, et Jean-Marie et toi, en termes de... Quel est votre intérêt ou vos galères avec les CIS quand vous étalonnez au quotidien ? Bonjour. Le grand intérêt qu'a commencé à aborder Eric tout à l'heure, c'est la restitution des couleurs, parce que nous, c'est un peu ce qu'on poursuit tout le temps, d'avoir toujours un rendu, alors soit des peaux, soit là, je vois à l'extérieur là des végétaux. Donc, si on veut enregistrer des végétaux et des éléments de la nature de la manière la plus fidèle possible, faut à la fois passer par un système d'enregistrement qui soit efficace et par un traitement qui va nous conduire jusqu'à la fin à un rendu le plus fidèle. Donc, même si on applique un étalonnage qui va partir dans telle ou telle direction, il faut qu'on ait à la base des informations qui soient le plus juste. Et l'ACES permet de faire ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai rencontré sur des... Donc, on l'évoquait avec Eric sur un téléfilm sur lequel on avait commencé à faire ça, mais l'ACES n'était pas encore au niveau qu'il est maintenant. Et ensuite, moi, je l'ai surtout appliqué sur la série Les petits meurtres d'Agatha Christie, où il y a une richesse dans les décors, dans les costumes, dans le rendu qu'on veut appliquer par rapport au look de la série. Et donc le chef-op, Bertrand Mouly, a plutôt rentré dans le jeu et a voulu essayer de pousser les choses pour que il s'est rendu compte qu'entre le traitement qu'on appliquait en Rec 709 et ensuite, en comparaison, le traitement qu'on pouvait appliquer en ACES était assez bluffant. Donc après, je pense que le commun des spectateurs aura son jugement par rapport au rendu des couleurs, mais il y a quelque chose sur lesquels on peut se mettre d'accord, c'est qu'il n'y a pas de doute sur les peaux, en effet, je parlais des végétaux ou des choses à restituer. Et voilà, donc ça c'était mon expérience sur les petits meurtres. Il y a un autre élément qui vient en ligne de compte et qui vient de plus en plus, c'est le traitement en HDR, où en partant dans l'espace ACES,
on arrive quand même à une dynamique en HDR où on doit restituer des couleurs dans les hautes lumières, dans les basses lumières, un rendu des couleurs qui est encore plus riche. Donc, du coup, si on continue dans l'espace Aces, on a encore un gain sur ce sujet et on peut accéder à cette qualité en tout cas. Donc ça, je l'ai appliqué sur une série qui s'appelle Les Rivières Pourpres et du coup où il y a une demande par rapport au master en HDR et donc on l'a appliqué comme ça au laboratoire Saya, au studio de post-prod Saya, dans lequel on a fait un essai justement sur des images en Dolby Vision et en Aces, et en effet on a une restitution des couleurs qui est assez phénoménale. Voilà, c'était ma petite expérience. Je voulais juste préciser quand même un truc aussi avec Jean-Marie, c'est qu'on a aussi été on a aussi eu à gérer tous les premiers défauts, tous les premiers problèmes qu'on avait avec l'Aces, notamment quand tu parlais des végétaux, le souci ce qu'on entend régulièrement par rapport à des étalonneurs qui ont utilisé l'Aces il y a déjà à peu près 4 ans, on dira, c'est qu'en effet c'était absolument inétalonnable. J'en conviens, il y a 4 ans c'était absolument pas possible de travailler en Aces parce que les outils réagissaient absolument n'importe comment. Et il y avait aussi cette crainte du look Aces, à savoir très saturé, très brillant, très coloré, tout ça. Chose qui au final n'est qu'une base. C'est-à-dire que l'Aces a pour intérêt quand même, son grand intérêt, c'est que c'est un terrain de jeu. Donc à partir de là, dans ce terrain de jeu, si vous voulez, on peut aussi partir de cette base-là sans aucune compression et revenir vers une image plus connue. Par exemple, si des opérateurs aiment bien un rendu P3 ou quoi, je donne un exemple bête et méchant, un exemple un P3, on peut tout à fait le visionner en P3 dans de l'Aces. Enfin, tout l'intérêt, c'est qu'on se laisse toute la marge possible pour travailler. Et après, on rencontre le problème suivant qui est on a énormément de marge, on a énormément de possibilités d'aller dans toutes les directions, et c'est là où les outils d'étalonnage peuvent commencer à être un peu limités. Et c'est dans ce cas de figure-là qu'on a des personnes comme Florine justement qui nous accompagnent lors de l'étalonnage pour nous donner des outils qui vont nous faire gagner un temps monstrueux, ne serait-ce que par exemple l'un des exemples qu'on a le plus souvent. C'est toujours au niveau de la verdure, c'est qu'on étalonne en P3 ou quoi que ce soit, toutes les caméras ont des espaces couleurs qui sont tellement larges qu'on se retrouve généralement avec une chlorophylle qui est très saturée, très lumineuse et qui reflète à peu près partout. Et là, l'intérêt, c'est que par exemple avec Florine, on a pu trouver un moyen via des shaders, des choses qu'elle a pu intégrer au sein même des outils d'étalonnage, de pouvoir traiter ça sans aucune perte, notamment au niveau de la réverbération de la couleur sur les peaux, des choses comme ça. Chose qu'en outil d'étalonnage pur, on est absolument incapable de faire proprement. Voilà. Il y a un autre élément aussi qui revient souvent, c'est l'éclairage urbain avec un mélange de LED, de vapeur de mercure ou d'autres types d'éclairage. Et en effet, en Aces, si on est accompagné par des gens comme Florine, encore une fois, du coup, ça complète un peu la précision et la possibilité de ne pas avoir des couleurs interdites ou des choses comme ça. Voilà. On l'a pas encore abordé, mais un des très gros intérêts de l'Aces, brièvement avec Florine, c'est que justement en sortie de tout cet espace couleur Aces, on choisit le mode de sortie, la output qui nous intéresse. Et donc à partir de ce moment-là, on peut avoir une sortie en P3 pour la version sortie cinéma, voire même Blu-ray, c'est de plus en plus le cas, une sortie REC 709, une sortie REC 2020 quand on aura du matériel pour l'afficher, et du HDR ou du SDR, et que tous ces moteurs de conversion en sortie sont nettement mieux pensés et résolus que ce que chaque labo ou chaque étalonneur fait dans son coin sur sa machine en tournant 3 boules. Je ne veux pas être du tout médisant sur le truc, mais à ce niveau-là de précision, on est effectivement dans un autre domaine. Et tous ces, comme l'a mentionné Florine, en plus, tous ces modules de sortie ont été accompagnés aussi d'études perceptuelles, de manière à ce quand mathématiquement on ne peut pas traduire toutes les couleurs, il y a vraiment eu des tests avec du public témoin pour voir quels sont les meilleurs outils pour faire croire à l'œil que ce qu'on voit
c'est la couleur qu'on avait dans l'autre espace, même si c'est pas vrai techniquement. Donc c'est quand même un gros point. Même dans une chaîne de post-prod, même si vous êtes en train d'étalonner en P3, de toute façon, il va falloir que vous fassiez une sortie Rec 709 pour aller au mixage, une autre pour le producteur qui a une présentation à faire à son distributeur. Tous ces gens-là, si vous leur donnez un élément pas fini et pas bon en termes de colorimétrie, c'est-à-dire pas fidèle à ce que sont en train de faire le chef-op et l'étalonneur dans leur salle, ça tourne vite au drame. Voilà. Et là, c'est un confort de post-prod génial que de savoir à tout moment, on vous demande une sortie MXF pour un Avin, mais vous savez qu'il y aura un producteur dans la salle. Au moins, vous êtes sûr que ce que vous envoyez, c'est vraiment visuellement raccord avec ce qu'ils sont en train de faire en étalonnage. D'autres. Et alors, du coup, on peut y passer. Tu l'as affiché, non, pas encore. Donc, Cédric, qui gratte les histoires de l'E6 depuis les prémices de la chose. Et du coup, en excellent contact avec l'Académie, et du coup, a officiellement, au nom de l'Académie, le droit de présenter les nouveautés pour les mois et années à venir et les tendances de l'E6. Oui, je veux remercier justement l'Académie qui nous fait confiance, puisque nous permet d'utiliser une de ces présentations qu'on a traduite en français. Effectivement, j'ai eu la chance de faire un des tout premiers workshops ACES quand on était encore dans vraiment les prémices où c'était très compliqué, où justement ce dont vous parliez juste avant, les couleurs étaient encore fausses, il y avait encore plein de problématiques parce que c'est un projet qui évolue. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est essentiellement ce que décrivait Florine avant, c'est-à-dire qu'il y a une évolution technique. Derrière, c'est un projet technique qui est open source, qui a été beaucoup drivé par Hollywood, mais qui est en train de s'ouvrir. Alors, si on reprend un petit peu les derniers points qui se sont passés sur les derniers mois, il y a une nouvelle structure de projet, c'est-à-dire qu'avant, ce qui était souvent reproché au management de l'ACES, c'est que c'était très centralisé dans un petit quartier d'Hollywood, en fait, c'est entre deux rues, et que c'était assez difficile pour les gens de l'extérieur d'influer, voire même d'avoir des informations sur le sujet. Donc maintenant, il y a des technical committees qui sont en place pour permettre d'influer sur le projet. Il y a des groupes publics. Ça, c'est aussi quelque chose où on peut plus facilement interagir avec les gens qui font le code. Parce que ce qui est derrière aussi avec ACES, comme le montrait tout à l'heure Florine dans les schémas, c'est-à-dire qu'avant, il y avait dans les laboratoires des sorciers qui faisaient des luttes et des choses comme ça qu'on ne comprenait pas. Là, maintenant, ce sont des équations mathématiques qui sont disponibles dans un GitHub. Donc, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus proche d'un projet comme Linux ou VLC. C'est des choses qui sont accessibles à tous, mais il y a quand même derrière une gouvernance à mettre en place. Donc la gouvernance, elle est à deux niveaux. Il y a d'un côté les comités techniques, où on choisit un petit peu les priorités, les choses sur lesquelles on va travailler, mais il y a aussi la possibilité pour les chefs opérateurs, les fabricants de matériel, d'interagir dans les groupes de travail. Alors, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui gravitent autour du concept qui, au départ, je rappelle, le premier objectif, c'était d'avoir un espace colorimétrique dans lequel on pouvait transporter des fichiers, typiquement ce que décrivait Karim tout à l'heure, c'est-à-dire je regarde une image sur mon écran, c'est mon positif, je l'envoie dans une autre boîte, ça me donne la même image si le soft est configuré correctement en ACES. Derrière, la manière dont je traitais les choses, je pouvais garder ma sauce interne. D'ailleurs, j'étais contraint à le faire parce que, comme tu le décrivais aussi, les outils ne réagissaient pas très bien. Donc on était obligé, pour travailler en ACES il y a 3-4 ans, de faire beaucoup de manipulations, ce qu'on a fait à l'époque beaucoup avec Claire pour satisfaire les étalonneurs pour qu'ils se retrouvent dans quelque chose qui soit confortable. Au fur et à mesure, dans
Dans les implémentations, les fabricants de soft ont intégré ces logiques-là pour qu'on puisse travailler, par exemple, dans un espace colorimétrique confortable qui fasse que quand je veux du rouge et pas du violet, quand je veux un peu de saturation, ça ne me coupe pas mes teintes de chair en un rose et un violet. Toutes ces choses-là. Donc maintenant, toutes ces choses qui étaient très propriétaires le sont de moins en moins et sont intégrées dans ce projet open source. Il y a aussi un truc très important, c'est qu'évidemment, quand j'envoie un fichier dans une autre société, il faut le décrire pour que au lieu d'avoir un mail qui explique plus ou moins la configuration que j'avais dans mon soft, que le soft soit capable de le reloader automatiquement. Donc ça, c'est tout le projet AMF. Avant, ça s'appelait l'ACES Clip. Maintenant, c'est ACES Metadata File, parce que c'est un concept un petit peu plus large. Quelque chose qui est important aussi, c'est le fait d'avoir la capacité de transporter des luttes avec l'ACES. Pourquoi ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, quelque chose qui a été remarqué aussi par les étalonneurs, beaucoup de gens se plaignent du look de l'ACES, qui est un peu sapin de Noël, parce que les verts sont trop verts, les rouges sont trop rouges, enfin, c'est quelque chose d'assez moche par défaut, donc les gens disent « je ne veux pas du look de l'ACES », ce qui est totalement compréhensible, parce qu'à partir du moment où vous voulez, il y a le concept de look management transform existe depuis le début, mais il n'a jamais été décrit. Donc toutes les implémentations étaient propriétaires. Donc même si on avait une façon standard de l'afficher, la façon de transformer le look, elle a resté propriétaire. Donc là maintenant, avec le Common Look Format, si on veut transporter une lutte ou un look sous forme de lutte, c'est-à-dire quelque chose de pas forcément très évolué, parce qu'on peut faire mieux, au moins on peut avoir un format qui permet de le lire dans n'importe quelle application. Donc ça, c'est encore une étape très importante. Et derrière, il y a aussi des groupes de travail qui sont les implémenteurs, de s'assurer justement de la compatibilité et donc de faire ce qu'on appelle des plugfests. Donc ça, c'est pareil. Dans tous les projets open source, on fait ça, s'assurer que aujourd'hui, par exemple, quand votre banque fait un transfert d'argent, elle s'assure qu'il y a le même montant d'un côté que l'autre. Nous, on fait la même chose avec les luttes. S'assure que quand un fichier est lu dans l'application Nuke ou Flame, quand il est lu dans Scratch ou bien dans Resolve, ça donne la même chose. C'est exactement le même principe, c'est le respect des standards. Donc tout ça, il y a une grosse release qui est programmée pour la fin de l'année, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et avec une revue systématique, parce que tout ça, non seulement il y a le programme, donc la partie code, mais tout ça est intégré dans des standards internationaux. Donc d'abord la SMPTIC, mais la SMPTIC c'est pas vrai, ce sont des standards d'industrie. Le vrai standard international c'est l'ISO, et donc tout ça est en train de se préparer pour passer à l'ISO. Donc la version 1.2 d'ACES qui arrive à l'automne aura de nouvelles fonctionnalités qui sont donc le Common Look Format qui permettra d'avoir un peu plus de souplesse, en particulier dans les niveaux de précision et tout ça, pour mieux gérer en particulier le HDR. Pareil au niveau de l'AMF, une gestion du versioning, c'est-à-dire un truc tout bête, mais c'est que quand j'envoie, tout à l'heure tu parlais de l'EXR, donc le but c'est que le fichier EXR avec toutes ses couches, quand il arrive dans la boîte de post-prod, on puisse lire automatiquement dans son outil d'effets spéciaux les données qui ont été faites par l'étalonneur, donc potentiellement un look qui a été créé ou des choses comme ça, mais que ça gère, comme évidemment les effets ça marche jamais du premier coup, qu'on puisse gérer ça avec les versions. Donc ça s'intègre dans l'AMF. Donc en fait derrière il y a aussi alors c'est aussi connecté d'ailleurs avec d'autres projets open source de l'industrie. Maintenant, il y a d'ailleurs au niveau de l'académie, la SWF, un projet industriel pour les projets open source de l'industrie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant, de connecter avec d'autres projets open source pour faciliter les échanges entre les fabricants, entre les prestataires. Et un point qui est très important aussi, tout à l'heure on parlait tu décrivais les color management, ARI, Filmlight et tout ça. C'est très important et à l'époque on avait beaucoup travaillé justement sur la capacité à fabriquer des espaces de travail qui soient confortables. Alors, la notion d'espace de travail confortable, le rembourrage du coussin colorimétrique, c'est un petit peu compliqué, mais c'est très 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 important pour tout le monde, parce que quand on passe une bonne séance d'étalonnage, ça veut dire que non seulement le canapé est confortable, mais qu'aussi le coussin colorimétrique est confortable. Ça veut dire que, ce qu'on disait tout à l'heure, je veux un petit peu de saturation,
ça fait une belle saturation. Ça fait pas un truc que derrière, il va falloir que je fasse des keys pour le rattraper et tout ça. Donc ça, c'est tout un travail sur lequel, à l'époque, on a beaucoup travaillé avec les équipes sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans ma carrière. Maintenant, on va pouvoir plus facilement l'intégrer dans des logiques ouvertes. Et ça, c'est important parce que ça va donner accès à plus de gens à ces choses-là. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait encore une fois que quelques sorciers qui étaient capables de faire ce genre de choses. Tu n'es pas une sorcière, hein, Florine. Donc, l'évolution de l'ACES, la première release en 2015, et je me rends compte que j'en parlais déjà en 2014 et que c'était beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, c'était la première officielle. La 1.1, elle a implémenté des outputs, des profils de sortie pour le HDR, donc ça c'était important. Nous historiquement, sur le projet Clearcolor dont je m'occupe, on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là et essayer que ça remonte en particulier pour avoir des choses qui soient paramétriques et derrière qui nous donnent les résultats attendus, ce que tu décris, c'est-à-dire que derrière on étalonne son film en projection en P3. Donc on se concentre à fond sur l'artistique au niveau de l'étalonnage. Il n'y a pas une grosse surprise des sueurs froides et 2 jours de travail pour faire une autre version, que ce soit celle du Blu-ray ou celle de la sortie qui va être jouée sur le téléphone. Donc ça c'est super important. Ça peut quand même prendre plus de 2 jours. Ça peut prendre du temps. Après il y a des gens qui insistent. Donc cette année, on va avoir les améliorations que je viens de décrire et l'année prochaine, travail sur les 6.2.0. Alors aujourd'hui, on est en pleine discussion des fonctionnalités de la 2.0, donc simplification de toute la partie, on parlait tout à l'heure du Look ACES. En fait, le but, c'est de réintégrer la partie Look ACES dans le Look Management et qu'on ait vraiment quelque chose de super neutre, à la limite du pas regardable. C'est-à-dire un truc vraiment, si on appuie sur ACES, qu'on ne met pas de look, genre plutôt sapin de Noël en fait, super sapin de Noël, et qu'on soit obligé dès le départ de choisir un look. C'est-à-dire on pourra choisir le look ACES qu'on connaît, mais aussi le look Filmlight, le look Arri. Et puis après, son look à soi, ou des choses comme ça, mais on pourra partir de cette base de look et ce sera décrit, ce sera supporté. Et ça voudra dire que et tout ça ira dans les métadonnées des fichiers. C'est-à-dire que quand je ferai mon export ACES, quand ça ira au VFX, quand ça ira, et ça alors c'est un truc important aussi, c'est il y a le travail qui peut se faire au Rush. Maintenant, il y a même une intégration ACES dans Avid, donc même au niveau du montage, on peut intégrer de l'ACES, donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc cette notion de continuité, derrière, il y a tout le travail pour s'assurer que justement ce look qu'on va essayer d'amener le plus tôt possible dans la chaîne, il puisse être préservé. Donc ça, c'est super important. Et alors, se pose la question de comment le faire. Derrière, essayer au fur et à mesure, en particulier avec la précision, on veut sortir du modèle lookup table, en particulier être sûr. Parce que les lookup tables, on peut faire des lookup tables de très très bonne qualité, mais il y a plein de gens qui ne savent pas faire la différence entre c'est comme le chasseur, il y a la bonne lookup table et la mauvaise lookup table. Donc on peut faire de très très bonnes lookup tables, mais il faut savoir faire la différence. Donc le but, parce qu'on travaille sur du purement mathématique, c'est pour le coup, on n'a plus à se préoccuper de savoir si la précision est suffisante ou pas. Sachant que souvent les gens ne voient la différence que beaucoup trop tard quand on a clippé tout le signal. Un truc très important aussi, en particulier dans l'environnement du mastering HDR, c'est le paramétrage du niveau de lumière ambiante. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas rien standard d'affichage. On doit avoir un éclairage ambiant quand on fait de l'étalonnage, mais derrière se posent plein de questions sur comment on fait pour l'accorder sur des standards différents et pour que automatiquement, encore une fois, pour que les étalonneurs puissent se consacrer à l'aspect artistique, mais n'aient pas à faire des corrections pour savoir quel est le niveau de lumière derrière. Donc ces choses-là soient faites de manière complètement mathématique. Avec derrière aussi s'assurer qu'il y ait des implémentations de référence pour que tout ce qui est les LMT, donc les looks, marchent bien d'une machine à l'autre, et donc on ne soit plus dans ce mode propriétaire. Et aussi un paramètre important qui sont les IDT, c'est-à-dire les transformations pour les profils d'entrée, qui ait plus de souplesse, en particulier quand on a un problème avec une caméra, ce que décrivait Jean-Marie tout à l'heure.
on se retrouve avec des néons qui deviennent violets fluo, ou bien des problèmes sur une caméra, que ces choses-là, on puisse assez facilement les modifier et les partager dans quelque chose qui soit standard. Donc il y a voilà. Et beaucoup de travail sur la documentation, sur le gamut management quand c'est sur des espaces larges. Donc ça, ce sont les aspects pour la partie E6 2.0. Quelque chose qui est assez important, je vais passer très rapidement dessus, mais comme ça a été abordé avant, il faut en parler, c'est l'archivage. Parce qu'aujourd'hui, on est encore sur beaucoup de productions sur des sujets où on fait des tests HDR, mais on ne nous a pas commandé la version HDR. Mais si aujourd'hui je fais mon film en SDR, ça a quand même un intérêt. Même si, je m'en fous, c'est que du Rec 709, non. Potentiellement, la même personne qui s'en fout aujourd'hui, dans 3 mois, va venir me... ah ouais, mais ça y est, on a vendu la version HDR à je sais pas qui. Si on l'a fait en ACES, ça va beaucoup mieux se passer. Parce que derrière, il y aura tout un travail qui a été fait. Et l'ACES, c'est pas forcément... Alors c'est vrai quand on parle d'effets spéciaux, d'export EXR et tout ça, de workflow 16 bits, ça peut faire peur. Enfin, bravo Fabien pour tous ces très beaux bitrate et tout ça. On n'est pas obligé, on peut très bien travailler sur des workflows log ProRes ou des choses comme ça en ACES. L'ACES, c'est un color management. En aucun cas, ça ne force à utiliser des workflows non compressés, des workflows 16 bits linéaires dans le système, dans le système d'étalonnage, d'avoir des stockages monstrueux et tout ça. On peut très bien ne prendre que la partie color management qui permet déjà de faire des choses. Donc après, ça c'est des choix. Là, ça va être entre Florine, Thierry qui vont, et puis évidemment les opérateurs en fonction des ambitions du projet et tout ça, de faire les bons choix de framerate. Alors, il y a beaucoup de souplesse. Hein. Tu sais encore faire un 8 bits avec ta belle caméra non. c'est bien, ça c'est bien, je suis pour. Donc, mais en tout cas à la fin, essayer de récupérer un master qui lui soit récupérable. Donc beaucoup de films et séries en ACES. Donc il y a aujourd'hui un site qui s'appelle ACES Central où vous pouvez récupérer beaucoup d'informations, toute la documentation de l'ACES, des vidéos tutoriaux, la liste des films qui sont faits en ACES. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous verrez que du coup, il y a beaucoup de choses. Puis ce qu'on vous encourage à faire, c'est de rejoindre la communauté. Sur ACES Central, il y a un forum qui est actif. Faut pas hésiter à poser des questions. Et surtout, c'est l'endroit qui est monitoré et géré par les gens qui savent. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'autres forums, et ça c'est... moi je suis suffisamment vieux pour avoir connu le début des réseaux sociaux, arriver sur un forum de gens qui font de la vidéo avec leur caméra RED, qui disent que ouais, là ici c'est inutilisable et des trucs comme ça, et que personne ne corrige l'erreur technique. Alors j'ai essayé un truc, mais après on se retrouve là, et le tsunami qui arrive, c'est juste pas possible. C'est l'endroit qui est géré par les gens qui savent. Donc si vous voulez de la vraie information modérée et gérée par des gens qui savent, c'est là que ça se passe. Ce qu'il y a ailleurs, c'est des informations, des retours d'expérience, des expériences de vie, mais pas forcément des choses qui correspondent à l'état de l'art, parce que comme on a pu le voir, c'est une évolution, c'est clairement quelque chose qui évolue dans le temps, et donc la dernière information en cours, elle peut être trouvée ici. C'est aussi l'endroit où vous pouvez influencer sur le projet, c'est-à-dire dire moi sur mon film ça s'est pas bien passé, j'avais cette caméra, un truc comme ça, puis, tiens on voit ton fichier, tiens je regarde, oui effectivement tu avais ce truc là qui n'était pas correct. Donc il y a vraiment une communauté autour qui peut aider. Donc derrière, vous pouvez participer au développement. Si vous aimez faire du code pendant vos longues soirées d'hiver, le C++ est votre ami. Donc il y a des virtual working groups. Vous pouvez vous mettre sur le GitHub, vous pouvez faire toutes ces choses-là. Mais les working groups sont aussi du point de vue purement artistique. Donc, faut pas hésiter à participer, poser des questions, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et d'ailleurs, c'est en expliquant qu'on apprend le mieux. Après, il y a aussi toute une partie sur les réseaux sociaux et tout ça. Et le but derrière, c'est que vos projets aussi, n'hésitez pas à communiquer sur le fait que vous les avez fait en ACES. Pour ça, il y a sur le site un endroit où vous pouvez l'updater dans IMDb. Maintenant, dans IMDb, vous pouvez voir, il y a un tag color. Donc, vous pouvez choisir le color workflow du film. Et voilà, maintenant c'est intégré dans 31 partenaires, hein, donc on peut vraiment avoir une continuité depuis la caméra, avec la possibilité même directement dans la caméra de voir l'image qui va sortir, d'intégrer le look et tout ça. On a vraiment une vraie flexibilité. Donc voilà, faut en profiter. Donc bienvenue sur ACES Central. Voilà, merci. Merci Cédric. Alors je crois qu'on a fait un tour
le plus rapide possible en essayant d'être le plus complet possible. Auriez-vous des questions par hasard? Nous sommes un certain nombre, je pense qu'on doit pouvoir couvrir. Bon, on va commencer par là. Au niveau de la précision des ODT avec nos nombreux moniteurs, possibilités de diffusion ou d'échange, on en est où aujourd'hui? Parce qu'il y a de ça quelques années, on était encore un peu boiteux. Alors, il y a la notion de standard. La grosse difficulté, c'est que déjà les moniteurs en question respectent les standards, ce qui est souvent pas le cas. Il faut déjà qu'ils soient capables de le faire, qu'ensuite ils soient calibrés à ce standard, ce qui est souvent à la limite de l'impossible. Après, les ODT, par définition, n'intègrent pas de concept de calibration. Les ODT matchent le standard. Donc après, advienne que pourra, quoi. Ça, c'est la grosse difficulté. Donc du coup, malheureusement, quand vous travaillez avec des écrans qui ne sont pas au standard, y a pas de en tout cas, la magie peut venir de votre calibrateur préféré, qui va essayer de bidouiller les choses pour compresser certaines couleurs, compresser certaines lumières, pour faire que ça passe. Alors, voilà, trouvez des gens très bien pour vous faire la calibration, parce que ça ne va pas se régler au niveau de l'ACES. L'ACES ne comprend aucun paramètre sur la calibration. Mais comme ils modulent maintenant les IDT, pourquoi on ne peut pas moduler les ODT peut-être dans un fichier intermédiaire? C'est la calibration. Ça, c'est le boulot de la calibration. La calibration, elle n'est pas référée. Elle n'a pas à l'être, puisque le standard de P, c'est le standard. C'est-à-dire, c'est AREC 2020, c'est P3, donc une ODT sort un standard. Ensuite, charge à chacun de se mettre au standard. C'est vraiment le concept tel qu'il est, à mon avis, un bon concept. Moi, j'avais une question. Chaque constructeur, ARRI, Filmlight, développe leur propre gestion de color management. Et si ce n'est pas un constructeur, ici c'est une norme pour moi en tout cas. Donc c'est une question un peu basique. Pourquoi eux, ils développent leur propre gestion de color management et pourquoi il n'y en a pas qu'une qui serait juste le ACES, quoi? Comment je le comprends, c'est toujours des enjeux un peu politiques et des enjeux aussi d'habitude. Enfin, Harry a toujours mis en avant sa science de la couleur, à vouloir proposer des transformations avec, qui aillent du scene refer vers le display, refer de la caméra vers l'écran. Et donc, ACES est venu avec l'idée de proposer un standard, utilisable par plein de solutions différentes, mais je pense que c'est du fait que ACES était un peu bancal au début dans le color management que Harry est venu avec sa propre solution aussi. Parce qu'il y avait beaucoup d'étalonneurs qui disaient « Ah oui, mais en fait, moi j'aime vraiment beaucoup l'espace loxé pour étalonner, donc j'arrive pas à me faire à l'espace ACES. J'aime vraiment le look sur les pots Harry, du coup. » Et donc, en fait, avec ça, c'est sorti tout le système d'ODT aussi Harry. Et aussi... En HDR, il y a eu des balbutiements au début, que ce soit ACES, ARRI ou Filmlight, ils n'avaient pas encore vraiment les solutions des ODT pour faire du HDR. Et à peu près de manière simultanée, ils ont sorti des solutions qui sont différentes, mais qui vont en tout cas dans le bon sens. Mais on est encore en recherche. À mon sens, les ODT HDR sont pas encore parfaites. Et je pense que c'est plutôt des habitudes. En fait, il y a vraiment un grand une culture de la couleur aussi bien chez Filmlight que chez Harry, qui fait que je comprends qu'ils aient voulu développer leur propre outil. D'autant plus que Filmlight propose par exemple maintenant le base grade, qui est vraiment basé sur tout leur color management. C'est un outil qui ne marche que en TCAM, même si on est dans notre espace, dans notre workflow. Cet outil va nous ramener dans l'univers Filmlight. Je pense que moi je le vois comme ça en tout cas, de manière politique en fait. Non, je ne vais pas critiquer les constructeurs, mais
il faut quand même, il me semble qu'il faut aller vers des solutions open source. Voilà, mais c'est comme dans l'internet d'ailleurs, c'est comme un peu partout. Politiquement, il faut aller vers des solutions ouvertes, libres d'accès. Voilà. Alors effectivement, je comprends très bien la démarche d'Harry ou la démarche de Filmlight d'utiliser le mieux possible tous leurs outils de capture, et pour Filmlight leur outil d'étalonnage. Mais en tout cas, mon point de vue, c'est plutôt d'aller sur des systèmes ouverts comme les SIS le proposent, quoi. Même si ça prend plus de temps, même si effectivement on voit que ça a pris 5 ans pour faire évoluer. L'autre chose aussi, c'est que comment on ouvrira les fichiers dans 10 ans, dans 20 ans, ça c'est aussi la question. Est-ce qu'un fichier propriétaire sera ouvert dans 20 ans comme il l'a été aujourd'hui ? On voit bien par exemple dans les caméras qu'il y a certaines versions qu'on ne peut plus ouvrir. Voilà, donc c'est aussi là-dessus que les producteurs doivent travailler. C'est quelle est la pérennité de ce qu'ils encodent, comment ils ont construit le film, comment ils l'ont étalonné, comment ils le gèrent dans l'avenir. Alors ça c'est très juste. En fait, aujourd'hui, ils se focalisent vraiment sur l'innovation, c'est-à-dire différencier leur outil sur le fait que ce soit plus facile d'étalonner, d'avoir une meilleure image sur leur caméra et des choses comme ça. Mais derrière se pose la question du standard. Donc en fait, c'est un process. Eux sont vraiment à la pointe. Ils vont montrer dans, alors je sais pas où on est avant Red Color 5, 6 ou des choses comme ça, IPP2, Harry, voilà. Toutes ces choses-là sont versionnées. Et derrière, le but, c'est que ça rentre progressivement dans quelque chose, parce qu'il y a un moment, on va se retrouver, pour une raison X ou Y, avec une caméra RED et une caméra Harry sur le même projet, plus une GoPro, plus un drone, plus ces choses-là. Voilà, il faut des standards. Et après, la remarque est très juste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'IMF Application 5. C'est l'archivage, s'assurer qu'on sera capable d'avoir la bonne couleur dans ne serait-ce que 10 ans, quoi. Aujourd'hui, on a des choses. Aujourd'hui, on est en peine. Parce que toutes ces choses propriétaires qu'on faisait à l'époque parce qu'on n'avait pas de solution, si on avait, comme à l'époque, on n'avait pas de containers standardisés pour les maintenir, aujourd'hui on a toutes les peines du monde à recharger des films qui ont été faits il y a une dizaine d'années. Donc ça, il faut vraiment éviter ça parce que c'est vraiment une perte terrible d'informations. Oui, tout à l'heure, Fabien Pisano a précisé que tout cela, ça s'adressait à du matériel vraiment plutôt haut de gamme, on va dire. Qu'en est-il des productions qui sont faites, des documentaires, voire des reportages? Est-ce que la sexe n'est pas du tout accessible, ne concerne pas du tout Ah non, tout est accessible. Moi, sur Donne-moi des ailes, j'ai tourné avec un drone DJI qui n'est pas du tout normé. Les espaces couleurs sont ceux de DJI, on les a versés dans les SIS et ça a très bien fonctionné. Au contraire même, on n'arrivait pas dans leur propre espace couleur à travailler correctement pour accorder. Et c'est grâce à les SIS qu'on a réussi à aller chercher. Si j'étais un peu pas clair sur ce point-là. Non, le point que j'ai, moi, qui revient du retour que j'ai eu avec les gens qui ont travaillé sur les différentes parties de la gamme, en effet, l'idée des SIS, c'est de l'espace colorimétrique large, virtuel, parce qu'il englobe tellement plus que ce qu'on peut voir qu'il n'existe pas vraiment, donc tout le monde se retrouve là-dedans. Non, moi, mon point, c'était de dire, dans toutes les discussions que j'ai eues, j'ai vu, sur les gens qui font beaucoup de manipulations sur du pipeline colorimétrique, etc., un intérêt, et voire à un moment une fin de non-recevoir, de travailler en deçà de, alors en l'occurrence 10 bits c'est 1024 valeurs, aujourd'hui sur du 16 bits linéaire, quand tu as pris l'habitude, tu es sur 64 000 valeurs. D'accord ? Donc quand tu commences à faire du mapping de courbes dans tous les sens, quand tu commences à passer dans différents espaces colorimétriques et commences tu vas faire l'étalonnage, aller chercher des très basses valeurs, là ça joue. C'était le sens de ma remarque qui disait que comme l'ESIS va plutôt dans un sens de maîtrise vraiment, comme tu le dis, mathématique, pour enlever la partie on se met aux normes, on calibre toute notre chaîne finalement, c'est ça un calibrage de la prise de vue jusqu'au truc final, et qu'on sort ça du processus créatif, et bien voilà, la finesse et la granularité de l'encodage est clé là-dedans. C'était ça mon point. Et juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est pas non plus réservé qu'à des très gros films, effets spéciaux, etc. Justement, quand vous avez parlé de documentaires, j'ai déjà envie de faire des documentaires en ESIS. Le gros intérêt, c'est que toute la dimension technique, on n'en parle plus. C'est vraiment, on avance et ça nous est arrivé d'en faire plusieurs et aucun problème. On arrive beaucoup plus rapidement
à ce que l'on souhaite obtenir. On n'est pas en train de se battre contre les limitations d'un espace couleur normé qu'on avait avant, une chose comme ça. Je vais rajouter 2 points juste pour ouvrir le truc. C'est qu'aujourd'hui, dans les réflexions autour de l'ACIS 2.0, il y a même des réflexions pour l'intégrer dans le broadcast. Et ce qu'il faut savoir aussi, alors ça vaut pour les jeux vidéo, mais pas seulement, aussi pour la post-prod temps réel et le live. C'est intégré maintenant dans les moteurs de rendu temps réel type Unity et Unreal. Donc c'est vrai que j'aurais pu le mentionner dans la présentation, mais ça va plus loin parce que ces problématiques colorimétriques, de correspondance, elles sont finalement partout. C'est un peu la même démarche de l'IMF qui devient vraiment sur des normes de transmission pure broadcast. Ça converge avec le HDR aussi. Hein. J'ai fait la liste des logiciels qui supportaient de post-production, qui supportaient l'ACIS, mais on trouve, parce que je voulais pas prendre trop de temps, on trouve aussi la liste des fabricants de caméras, même d'appareils photo, DSLR, qui vont supporter ACIS. Et donc, quand ils supportent ACIS, ça veut dire qu'on va trouver les conversions d'entrée pour aller dans ACIS. Et du coup, en effet, ça va nous permettre de déjà mieux comprendre la caméra qu'on a en entrée, et après, on développe des outils d'étalonnage toujours dans les mêmes espaces. Et ça permet de ne pas réadapter nos outils d'étalonnage pour chaque caméra différemment. Donc c'est vraiment un intérêt sur le long terme, quoi. Et justement, alors vous parliez d'Avid, vous citiez Avid. Quel comportement doit avoir le producteur, le directeur de la photo, etc., le chef opérateur, pardon, pour des productions avec des moyens assez limités, ainsi que le monteur, pour pouvoir sortir un produit ad hoc? En tout cas, je crois que pour les opérateurs, le plus important, c'est de faire des essais et qu'ils s'habituent à ce qu'est capable de leur fournir l'ACIS. Parce que c'est ça la problématique au départ, c'est qu'on arrive devant un espace couleur tellement large qu'on ne sait plus très bien quelle est notre image. Donc partir comme ça sur un film, avoir du Rec 709 pendant 2 mois, et puis après d'arriver à l'étalonnage et de passer sous ACIS, ça ne marche pas. Je veux dire, d'abord le réalisateur se sera habitué à un Rec 709 bien naze, et puis il aura du mal à changer, et le monteur la même chose. Donc effectivement, si on part sur de l'ACIS, ça coûte pas cher, c'est simple à faire, mais il faut faire des essais pour se rendre compte de la capacité qu'a l'image d'être travaillée sous cet espace couleur. Pour le producteur, c'est un débat, on en parlait juste avant, on ne va pas se mettre à leur place, mais ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, je crois que les studios, eux, comprennent, parce qu'ils comprennent à travers la pérennité du travail qui a été fait, et ils ont une importance fondamentale que ces films-là résistent au temps. En France, c'est extrêmement compliqué, c'est même pas balbutiant, on n'en est pas, et leur expliquer qu'il faut être dans ce format-là, c'est un travail de très longue haleine, quoi. Qui d'ailleurs est problématique aujourd'hui parce que la multiplication des laboratoires, on voit bien aujourd'hui qu'on est passé de 3 laboratoires historiques à, je crois qu'en France il y a déjà au moins 30 laboratoires officiels et voire 260 structures d'étalonnage, donc c'est énorme. Et là c'est le manque d'ambition, le manque de moyens, le manque de connaissances, le manque de calibration qu'on retrouve partout si on n'a pas des gens compétents qui savent parler aussi aux techniciens qui s'occupent de la maintenance, de la gestion des rushs, de la gestion des images. Oui, c'est juste ce que j'allais dire, c'est avant tout des essais, et avant tout ça doit se prévoir en amont. Après c'est trop tard. Ça se réglera en post-prod, ça marche pas. On le sait depuis le temps qu'on essaie de le faire tous les jours. Ou en tout cas, quand ça marche, ça coûte juste 2 fois plus cher. Donc c'est pas le bon plan. Alors justement, j'avais une petite question. On a vu un petit bout du workflow d'Anton Abbey, et avec une petite photo de la roulante du DIT qui lui permet de faire son travail. Est-ce que le travail en ACIS implique un travail différent pour la création des proxys? Est-ce que j'ai entendu qu'Avid permettait la prise en charge de ACIS, mais du coup, est-ce que on va créer un proxy dans un espace colorimétrique précis pour l'ACIS ou... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire le proxy dans un espace ACIS, puisque la proxy, elle est destinée à être affichée dans un Avid sur un moniteur Rec 709. Mais on va bien évidemment utiliser la conversion de l'ACIS pour arriver à ce Rec 709. Ok.
Pour l'instant, l'implémentation à vide, elle est encore un peu... ils viennent de l'annoncer, c'est encore tout neuf, tout frais. Donc on va les voir. Mais l'espérance d'avoir une continuité justement entre DIT, montage et post-prod, c'est ce que Eric décrit, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on a pété le look au départ, le rattraper derrière, c'est vraiment très compliqué. Donc dans une logique où ces choses-là pourraient évoluer avec le temps, on pourrait imaginer qu'à l'avenir, alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est implémenté aujourd'hui dans les outils de montage, je pense qu'on est vraiment au balbutiement. Bon, on pourrait imaginer par exemple faire des... Alors moi j'ai déjà fait il y a longtemps sur des proxys, c'est-à-dire qu'on faisait des proxys alors pour le coup c'était pas de l'ACIS, on faisait des proxys en espèce de log qui permettaient à travers une boîte à lutte qu'on pouvait faire évoluer. On avait le look du film qui faisait que du coup on avait déjà sur la belle télé qu'on avait calibrée, on avait déjà une image avec le look qu'on pouvait faire évoluer dans la boîte à lutte. Encore une fois, il fallait un petit peu des baguettes de sorciers, Harry Potter qui viennent se promener une fois de temps en temps pour vérifier la calibration. Le but avec toutes ces évolutions, c'est que ces choses deviennent standards, qu'on appuie sur un bouton, que ça marche du premier coup. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux voir tes rushs avec le look E6, tu es obligé de passer par le laboratoire qui va appliquer ça sur les rushs. Ça, c'est la solution la plus simple. Voilà. Après, tu as la solution pour les films un peu plus luxueux où il y a un DIT sur place qui va lui appliquer ça directement au moment où il fait les backups, par exemple. Donc voilà, il y a plein de solutions. C'est vrai qu'il n'y a pas la solution en direct sur le plateau qui est totalement fiable aujourd'hui, sauf à avoir une énorme machine comme on a vu sur Downton Abbey. En fait, dans Downton Abbey, ils avaient carrément un morceau du labo. Bon, c'est facile, c'était les studios à Pinewood aussi, hein, donc c'est pas non plus, ils vont pas, c'était pas les saisons, hein, c'était pas all over the world, donc t'imagines ça sur les saisons, mais ouais, ils sont capables, hein, Galatée, hein, avion cargo avec la post-prod dedans, ils sont capables. Mais bon, mais bref, voilà. Mais je trouve ça important en effet de souligner que malgré les différents budgets qu'il peut y avoir, moi reste convaincue que faire des essais ça peut être rapide et juste efficace où on détermine le schéma de workflow et qu'on s'y tient, et même si sur le plateau on ne pourra pas voir l'ACIS, l'important c'est avant de passer à l'étalonnage, on fait le transcode en ajoutant le petit nœud ACIS, ça prend 2 secondes et comme ça le montage il se fait avec un look qui va dans le sens de l'étalonnage, comme ça on s'habitue aux images comme on les pense, et comme ça lors de l'étalonnage ça coule plus vite. C'est vraiment, moi je pense vraiment que c'est une question de méthode et que ça n'a pas, c'est pas si cher que ça. Non, surtout on a vraiment fait l'expérimentation depuis plusieurs années, un peu tous ensemble. On s'est rendu compte que tous les films où il y avait effectivement un travail sur les rushs précis, préparé par le chef-op, systématiquement on gagne du temps en étalonnage au final. Parce que le nombre de films où au bout d'une semaine d'étalonnage on remet tout à zéro parce que ça ressemble pas assez à la copie travail de ce qu'il y avait dans la vide, c'est un film sur 3 hein, en gros. Et pour compléter ce que dit Thierry, au-delà de ça, ça nous permettait aussi d'avoir beaucoup moins d'allers-retours encore avec les effets spéciaux, parce que l'ambiance était déjà trouvée avant même que l'étalonnage commence, et à ce compte-là, les effets spéciaux pouvaient commencer avant, et tout ce qui était étape de pré-étalonnage, ça n'avait plus lieu d'être. Donc à partir de ça, donc déjà ça fait des économies à la prod, ça fait des économies par rapport aux effets spéciaux, à des allers-retours avec les séances de pré-étalonnage, et au moment où on commence l'étalonnage, les effets spéciaux sont déjà dans le meilleur des mondes, intégré. Et donc à partir de là, le temps d'étalonnage est vraiment purement créatif et on n'est plus du tout dans des considérations de avons-nous tous les éléments ou pas, et ainsi de suite. Donc globalement, c'est tout bénef, mais le problème c'est que c'est difficilement explicable à des producteurs. Non, c'est vrai. Ben oui. Non. Non, c'est grâce à lui qu'on a pu faire de l'E6 depuis 3 ans sur un outil qui marchait. Donc, bon, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon,
Jusqu'ici, je n'ai travaillé que sur 2 projets qui ont été par les assistants étalonneurs au début, les assistants monteurs, si j'ose ainsi dire, travaillés en E6. Il y a juste un truc qui m'échappe un peu. C'est peut-être moi qui n'ai rien compris, désolé si ma question est conne. Mais si on part du principe, par exemple, le documentaire, en l'occurrence que j'avais étalonné à ce moment-là, sortait en Rec 709 pour la télévision. C'était exclusivement télévision. Alors même si on part en E6, on fait un output device transform vers le Rec 709. Mais du coup, est-ce qu'il y a un réel, je veux dire, au niveau de la vision, on va quand même être en Rec 709. Est-ce qu'on ne va pas être complètement bloqué au niveau du... Parce que quel va être... Justement, au final, on a l'intérêt de ne pas travailler en Rec 709 d'entrée de jeu, c'est qu'on a toute la latitude qui a été captée par la caméra. Et donc, à partir de là, c'est juste une réduction. Voilà, c'est exactement ça. Mais bon, de ce que moi j'en ai vu, parfois ça donnait des résultats un peu, effectivement, comme vous l'avez dit pendant la présentation, particuliers au niveau de la saturation, qui partait parfois un peu dans tous les sens. Donc j'ai trouvé que c'était assez difficile, surtout avec quand on a l'habitude. Alors après, c'est une histoire d'habitude. Avec Jean-Marie, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 3-4 ans à étalonner. Enfin, personnellement, au moment où j'ai fait mon premier film en E6, et j'étais pas convaincu à la base, mais Florine m'a accompagné en me donnant les outils dont j'avais besoin au fur et à mesure. Une fois qu'on a ces outils à disposition et qu'on a cette méthode, on revient plus en arrière. Donc oui, ok. Donc question d'habitude. Si je peux rapidement, la question. Donc j'allais reposer du coup. Si par exemple là où les CIS facilitent, vous dites les différents workflows entre les espaces colorimétriques. Donc si on suppose qu'on fait une sortie uniforme, par exemple, j'ai dit en Rec 709 maintenant, bon, je sais pas, en P3 ça peut être la même chose. Et donc si on a plusieurs caméscopes, alors il suffit simplement de changer les input transform et donc ça adapte directement. C'est ça. Et après, derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est une forme de reboot. C'est que je vous ai montré l'évolution, il y a eu la 1.0 et moi j'étais 0.4, 0.7 avant, on essuyait du plâtre, il y avait de la poussière. Là, dans quelques semaines, la 1.2, à chaque fois, ça vient avec des améliorations, donc des expériences de l'époque, il y a 3 ou 4 ans, parfois un petit peu douloureuses. À l'époque, c'est vrai que ça demandait beaucoup de travail. Aujourd'hui, maintenant, même dans on va dire dans les softs, c'est implémenté correctement. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc maintenant, même le résultat par défaut, il y a beaucoup, beaucoup moins de problèmes qu'il ne pouvait y en avoir il y a 3 ou 4 ans. Donc c'est un peu la discussion, c'est réessayer maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le métier qui se sont fait une idée il y a 3 ans, qui disent « moi je ne veux pas travailler en ACES ». Les avantages sont toujours là. C'est-à-dire que les avantages qu'il y avait il y a 3 ou 4 ans, ils sont encore là, mais il y a plein de choses nouvelles entre-temps qui sont arrivées, qui peuvent vraiment résoudre, en particulier sur le versioning, de vraies problématiques, quand derrière on doit se sortir quelque chose d'autre. Merci beaucoup. Et donc typiquement, effectivement, au niveau, pour que ce soit pratique pour les étalonneurs, il faut que les outils d'étalonnage les correctement intégrés, que du coup, justement... Ma célèbre formule, quand on tourne les boules et qu'on doit tourner pendant 5 minutes pour arriver à la couleur qu'on veut, c'est sûr que c'est pas performant comme système du tout. Mais ça, du coup, c'est vraiment du côté de l'intégration des fabricants de soft d'étalonnage. Certains l'ont fait très vite, comme Philippe avec son Firefly qui est sorti tout à l'heure. D'autres ont mis énormément de temps, comme Resolve. Mais on va dire que depuis 1 an, Resolve permet de faire de l'ACES, ce qui n'était quasiment pas le cas avant. Voilà, donc si effectivement vous avez essayé il y a plus d'1 an ou sur un Resolve version 14, faut oublier. Oui, non, là c'était criminel. Bravo, grand courage. Non, on a essayé aussi, mais c'était juste pas possible. Je crois que on vous remercie à tous d'être venus. Et merci à vous tous, mes chers amis.